Bien, bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce débat en ligne sur le Digital Market Act. Alors, on va essayer de le franciser en loi sur les marchés numériques pour essayer de ne pas faire que de l'anglicisme. Alors, c'est un dossier qui a été déposé par la vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager, conjointement avec le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, au mois de décembre, juste avant la pause des confiseurs, pour essayer d'affirmer l'existence de l'Europe numérique, qui est un grand projet, qui fait partie des priorités de la Commission, et de retrouver peut-être une souveraineté technologique que les citoyens ont du mal à voir parce qu'ils voient d'un côté des entreprises qui sont américaines ou des entreprises qui sont asiatiques, et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'opérateurs de taille importante de manière européenne. Et justement, le critère de la taille est important dans ce projet, puisque c'est essentiellement les plateformes numériques, avec en effet ceux qui contrôlent l'accès, qui pourraient avoir en effet, comme dans les règles de concurrence qui s'imposent en Europe, une tendance à être en position dominante et d'en abuser. Et donc, c'est aussi permettre à l'Europe de faire émerger peut-être des petites entreprises ou des start-up et faire en sorte que ce marché numérique soit plus dynamique avec plusieurs acteurs et que donc, en effet, des pratiques qui existent aujourd'hui soient peut-être revues parce qu'on sait que certains opérateurs, sans les nommer, ont des procédures, ont une façon d'agir qui ne sont pas tout à fait en phase avec peut-être les principes et valeurs que l'Union européenne défend. Hein. Donc, ça aussi, je vous demanderai d'en parler parce qu'il y a en effet un certain nombre de choses qui concernent les données. On a été en Europe, si je puis dire, exemplaire ou un modèle avec le règlement général de la protection des données, RGPD, qui a été entré en application il y a 3 ans maintenant. Est-ce que sur ce loi sur les marchés du numérique, qui est couplée à une loi sur les services, hein, également numériques, vous avez l'intention de faire la même chose, d'avoir la même approche, c'est-à-dire essayer d'imposer ou d'avoir un modèle, en tout cas en Europe, et qui pourrait être répercuté après sur la scène internationale. Et puis, en effet, il y a dans ce projet, en effet, des sanctions qui sont prévues si jamais, en effet, les opérateurs, au cours des discussions, après des échanges, ne se rangeaient pas à la loi qui serait en application. Quels seraient donc les contrôles qui seront faits? Est-ce qu'on aura l'assurance que tout ça, que ce projet sera bien mis en application, bien exécuté, et permettra à bénéficier aux Européens, non seulement aux entreprises et aux opérateurs européens, mais aux consommateurs, hein, avec en effet des questions légitimes sur la protection des données, sur la publicité, sur le traçage, la confidentialité, la transparence des informations, la désinformation, etc. Donc, il y a un riche sujet et je vous remercie d'avoir participé à cet échange. Alors, pour en discuter, nous avons deux acteurs très importants. Nous avons Filomena Chirico, qui est de la Commission européenne. Elle est le membre du cabinet du commissaire européen en charge du marché intérieur et elle suit au sein de ce cabinet tout particulièrement les sujets numériques. Donc, c'est la personne qui a été, qui représente l'un des protagonistes de cette affaire. Donc, je lui donnerai la parole en premier pour qu'elle nous explique un petit peu la genèse de cette législation, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on en attend, quels sont les objectifs que la Commission poursuit et quels sont en effet on sait qu'elle a un commissaire qui est très actif en matière numérique, qu'on voit beaucoup en ce moment sur d'autres sujets comme le vaccin, mais qui est très en pointe sur le numérique, compte tenu des fonctions qu'il a exercées avant. Et puis, nous avons également le plaisir d'avoir Andreas Schwab. Alors, Andreas Schwab est député européen, comme le montre du Parti populaire européen allemand. Et
il est le rapporteur au titre de la commission du marché intérieur sur ce projet de loi sur les marchés numériques. Et donc, je voudrais lui demander, en effet, puisqu'il représente la première chambre qui va examiner ce texte, quel est l'avis du Parlement? Quel est déjà, compte tenu du travail qu'il a fait en tant que rapporteur, quels sont un peu les sentiments des parlementaires européens? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles sont leurs craintes? Quelles sont leurs exigences aussi, peut-être? Et nous donner aussi un peu un calendrier pour voir en effet quand ce projet va pouvoir être adopté au Parlement, sachant qu'après, il y a une deuxième lecture au Conseil. Donc, si vous voulez bien, je vais vous donner chacun la parole pour 10 minutes et nous avons plus de 200 personnes qui sont présentes. Donc, je leur laisserai aussi après la parole où je vous demanderai d'intervenir suite à des questions qu'ils poseront. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à les inscrire là, dans le Q&A qui est disponible. Madame Quirico, donc je vous donne la parole pour que vous nous donniez un petit peu la présentation de pourquoi la Commission a présenté ce projet. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je suis très contente de pouvoir intervenir aujourd'hui, participer à ce débat sur un sujet qui est très important et il est un projet phare pour la Commission, en fait, et j'oserais dire pour l'Europe entière dans le domaine du numérique. Les DMA, comme vous avez évoqué, les Digital Markets Act, je vais beaucoup utiliser cet acronyme, même si c'est un acronyme qui vient de la notation anglophone de ces projets. Je voulais dire, c'est un des deux projets qu'on a présenté en décembre, vous venez de rappeler, Pascal, avec les Digital Services Act, les DSA. Les deux propositions pour la Commission, il marque un changement historique dans la réglementation de l'espace numérique et des plateformes en particulier. L'objectif de ces deux propositions était de donner, et est toujours, de donner à l'Europe, de doter l'Europe d'une réglementation uniforme pour l'espace numérique et informationnel. Les commissaires bretons, il aime bien évoquer cette image. Comme on a réglementé l'espace physique, on a réglementé l'espace marin, on a réglementé l'espace. Maintenant, on a besoin de réglementer aussi l'espace numérique. Et il s'agit un peu de la même démarche qu'on a fait quand on a réalisé qu'il y avait des marchés, des secteurs qui étaient devenus systémiques, avec des acteurs systémiques et avec des problèmes de marché structurels. Donc, un peu ce qu'on a fait déjà comparablement, c'est des secteurs évidemment différents et avec des caractéristiques différentes, mais c'est ce qu'on a déjà fait au niveau européen pour les établissements financiers, pour les services d'utilité publique dans les domaines d'énergie, des transports et des télécoms. Et donc là, on s'est penché sur les marchés numériques plus spécifiquement cette fois. Il est évident et il est devenu évident, même si je pense qu'on n'en avait pas besoin, malheureusement, ce qui s'est passé la dernière année avec les confinements et tout ce qu'on est encore en train de vivre, à quel point les technologies et les plateformes en particulier sont devenues centrales dans notre vie, dans notre économie. Combien d'entreprises ont survécu, ont évité la fermeture, disons, totale pendant les confinements, grâce aux possibilités offertes par les technologies en ligne, par les plateformes, et combien de personnes ont pu travailler et apprendre à distance. Donc, c'est une accélération très importante de la transformation numérique qui est au centre, avec la transformation verte, de l'action de la Commission, donc au niveau du contexte de ce qu'on est en train de faire, mais qui appelle aussi à une accélération de la réglementation de cet espace. Donc, on a la transformation qui a pris cette accélération, un peu inattendue, mais d'une certaine manière aussi la bienvenue, parce que c'est le futur, c'est l'avenir de notre continent. Mais il faut accélérer aussi, il faut que les cadres réglementaires restent à jour et restent adaptés à ce qui se passe dans la réalité. Je vais rajouter, on a évidemment, je parlais beaucoup des opportunités jusqu'à présent, mais on sait bien que cette transformation nous a mené aussi, nous a montré aussi qu'il y a plusieurs choses qui ne marchent pas dans le domaine du numérique. Dans ce sens-là, que la réglementation devient nécessaire. Et je voudrais rajouter encore un dernier élément de contexte.
est que le fait que c'est les mêmes questions qu'on se pose un peu partout dans le monde. Il existe désormais un consensus international et de plus en plus large sur la nécessité d'intervenir dans ce sens. On a, dans le sens de corriger les problèmes qu'on observe et ce qui se passe dans les domaines du numérique. Des discussions ont lieu tous les jours dans le même sens, soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Corée, vraiment partout. Et on est même sollicité pour partager nos impressions et notre expérience, comme on a été en fait le premier continent à proposer une réglementation horizontale et complète de l'espace numérique. Et donc, pour venir à ça, on a, comme je disais, on a ces deux propositions parce qu'il y a deux volets dans la réorganisation de notre espace informationnel et dans les responsabilités des plateformes numériques. Et le premier, effectivement, la réglementation des contenus, notamment, mais pas que, des contenus illicites, les masques contrefaits, des jouets dangereux, mais aussi, bien évidemment, les discours haineux, les contenus terroristes, l'incitation à la violence, jusqu'à la désinformation, qui, bien évidemment, n'est pas illégale en soi. Et donc, il pose des problèmes très spécifiques, donc on va la traiter d'une manière un peu différente. Ça, c'est le sujet du DSA, du Digital Services Act, et ainsi que de la réglementation britannique qui s'appelle les Online Harms, et aussi plusieurs propositions qui ont été présentées ou annoncées aux États-Unis dans les derniers jours. On a eu une multiplication d'idées sur comment réformer l'équivalent américain de la directive e-commerce qu'on a ici en Europe. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que le sujet d'aujourd'hui est le deuxième volet, c'est-à-dire la réglementation des marchés numériques, donc des services numériques. Donc, le point de départ pour nous est que, en fait, pour tout le monde, au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à une évolution radicale de l'écosystème numérique et des dynamiques des marchés dans cet écosystème. Il y a une vingtaine d'années, les acteurs numériques qui aujourd'hui sont les plus importants existaient à peine. Aujourd'hui, certaines grandes entreprises qui ont beaucoup de succès grâce à leur business model et produits très importants et utiles pour les consommateurs et pour les entrepreneurs, elles sont devenues fondamentales et centrales dans les marchés numériques. Et en fait, au point qu'on peut dire aujourd'hui qu'une poignée de grandes plateformes, qu'on peut dire systémiques ou structurantes, en français, je savais que les débats a préféré jusqu'à présent utiliser les mots de structurante, et nous, on a utilisé le mot gatekeeper ou contrôleur d'accès dans notre réglementation. Donc, ces plateformes sont devenues la porte d'entrée dans les marchés uniques européens pour des milliers d'entreprises et des millions d'utilisateurs. Donc, avec un tel rôle dans notre économie, évidemment, les responsabilités sont devenues également plus importantes. Et là, on parle pas nécessairement de position dominante, de comportement abusif et de ce qu'on connaît dans l'application du droit de la concurrence classique. Nos objectifs et les points de départ pour les DMA, c'est l'équité dans les marchés, la transparence des comportements et le bon fonctionnement du marché en général. Et donc, c'est pour cela qu'on a adopté une approche innovante et une première, je dirais, de ce type. Parce que ce qu'on a fait, tout d'abord, on a défini les conditions dans lesquelles certaines plateformes seraient désignées comme gatekeepers pour certains types de services, sur la base de certains critères quantitatifs, notamment le nombre d'entreprises qui utilisent la plateforme, le nombre d'utilisateurs finaux, ainsi que la capitalisation boursière, l'évaluation des marchés de l'entreprise, en alternative au chiffre d'affaires, qui est la mesure plus classique pour déterminer la puissance économique de l'entreprise. Deuxième étape, on sait que face aux gatekeepers, je vais revenir un peu plus en détail dans 2 minutes sur le point de la désignation des gatekeepers, mais pour la logique, deuxième étape, on sait que face aux gatekeepers, les utilisateurs et les entreprises sont devenus dépendants. Ils souffrent de déséquilibre pour négocier, donc ils se retrouvent à devoir accepter des conditions abusives ou de toute manière des conditions qui ne seraient pas acceptables dans des circonstances normales et qui empêchent l'innovation des entreprises.
Donc, et qui empêche aux consommateurs d'avoir accès à des produits nouveaux, des produits qu'ils pourraient bien aimer. Pour corriger cette situation, donc après la désignation des gatekeepers, notre proposition prévoit un certain nombre d'obligations ex ante qui s'appliquent évidemment à ceux qui ont été identifiés comme gatekeepers. Donc, comme je vous disais, c'est un paradigme complètement différent, c'est un changement de paradigme et une première mondiale dans ce domaine. La logique étant que certaines pratiques bien énumérées dans notre proposition sont en tant que telles préjudiciables si elles sont mises en œuvre par des entreprises en position de contrôleur d'accès ou de gatekeeper. Donc, ces pratiques sont interdites sans besoin d'enquêter sur leurs effets. Et ça, c'est très différent de ce qu'on normalement on fait dans l'application ordinaire du droit de la concurrence qui se base sur des prémices différentes. Et je vais développer un peu sur ça parce qu'il y a ces trois aspects fondamentaux de la proposition du DMA qui ont généré parfois des incompréhensions, parfois même des mythes sur ce qu'on a envisagé et ce qui est notre objectif avec cette réglementation. Et en premier lieu, le DMA est un nouveau type de réglementation sectorielle ex ante qui complète la réglementation du DSA que je mentionnais et qui intègre d'une façon innovante les instruments traditionnels du droit de la concurrence qui d'ailleurs se sont montrés peu efficaces dû à certaines caractéristiques des marchés du numérique. Deuxièmement, étant donné qu'un instrument statique ne pouvait pas du tout suivre les rythmes des marchés du numérique qui sont dynamiques, en évolution rapide, on a conçu le DMA avec des flexibilités intégrées dans les systèmes. Troisième point, le résultat de tout ça pour nous est que les DMA, finalement, loin d'être un obstacle à l'innovation technologique, on dit en anglais un enabler, c'est un instrument d'ouverture du marché, un déclencheur d'innovation et d'ouverture. Donc, je vais brièvement aborder les trois points. Parce que comme beaucoup d'Italiens, j'ai la tendance à beaucoup parler et à aller au-delà du temps qui m'a été attribué, mais surtout quand il s'agit de sujets. La Commission n'a pas les règles du Parlement européen inscrites. Voilà. 3 minutes pour 3 propositions, allez. D'accord. Sur le premier point, donc, la réglementation, il s'agit d'une réglementation ex ante. Depuis des années, les autorités de la concurrence et nous-mêmes à la Commission, on a fait tout notre mieux pour corriger les problèmes des marchés numériques. Mais il y a des caractéristiques de ce type d'intervention. L'intervention concurrence ne peut intervenir qu'après que les problèmes se sont déjà concrétisés, une affaire à la fois. Les cas, il prend beaucoup de temps pour être instruit, conclu et défendu devant la Cour. Donc, il est devenu évident aussi après certaines interventions que ces marchés, en plus, ils ne vont pas se corriger eux-mêmes. Donc, il a fallu prendre des décisions pour dire on ne peut pas attendre jusqu'à ce que les nombreuses entreprises, les petites entreprises ou les startups ont disparu et les nombreuses innovations sont perdues. Donc, on a remarqué un besoin sans précédent de célérité. Il faut vraiment s'y mettre pour être sûr que les choses se passent d'une manière équitable, transparente et bon fonctionnement, les trois expressions que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc, pour y parvenir, donc, on a établi cette liste d'obligations on a analysé au départ pour vérifier qu'elles sont préjudiciables en soi, donc sans besoin qu'on ait à discuter avec les entreprises les pourquoi, quel marché, l'analyse du cas par cas des effets, les défenses d'efficacité que normalement on utilise dans les analyses du cas par cas. Donc, ces obligations sont auto-exécutables, immédiatement exécutables. Et la seule flexibilité qu'on a introduite là, est le fait que certaines obligations doivent être adaptées au business model d'une entreprise ou l'autre. Et donc, c'est dans ce sens-là que la Commission a à disposition, dans la proposition, est à disposition de ces entreprises, des gatekeepers, pour voir si la mise en œuvre concrète de cette obligation est adaptée et efficace, en fait. Donc, c'est la seule flexibilité qu'on introduit pour certaines de ces obligations, parce qu'il y a
certaines interdictions ou certaines obligations qui sont évidemment, n'ont même pas besoin d'être spécifiées. Donc, et j'insiste, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir une flexibilité dans à cet égard. Parce que sinon, quelle serait la valeur ajoutée d'avoir une analyse de concurrence? Donc, on sait bien que d'autres juridictions, d'autres pays sont en train de réfléchir sur une application du droit de la concurrence différente. Nous, on a pris cette route, c'est-à-dire on laisse le droit de la concurrence où il est parce qu'il a un rôle important à jouer, mais on rajoute cette réglementation ex ante avec des obligations spécifiques qui n'ont pas besoin d'interprétation, flexibilité ou quoi que ce soit. Point numéro 2. Par contre, les DMA est bien flexible ou il faut être flexible. En particulier, pour les points que j'ai soulevés tout à l'heure, il s'agit de marchés qui sont par leur nature dynamiques et qui changent. Donc, on a intégré dans les DMA des éléments de flexibilité, et je donne quelques exemples, pour ajouter des nouvelles pratiques préjudiciables qu'on n'a pas identifiées, n'ont pas pu codifier encore, mais afin de garantir une base factuelle solide pour interdire ce type de pratiques ou pour imposer des obligations, il faut qu'il y ait une analyse des marchés plus approfondie. Ou, autre flexibilité, les mécanismes de désignation de gatekeepers que j'évoquais tout à l'heure. Oui, on a des seuils quantitatifs, mais il y a évidemment des exceptions limitées qu'on peut adapter pour voir si effectivement l'entreprise qui atteint les seuils n'est pas effectivement un gatekeeper. Et à l'inverse, si une entreprise n'atteint pas les seuils, ce n'est pas exclu qu'elle puisse être un gatekeeper pour des raisons qualitatives et donc qu'on a aussi indiqué dans la proposition. Évidemment, analyse des marchés plus que nécessaire pour être sûr de ne pas faire des erreurs dans ces désignations. Ce qui m'amène à la conclusion, l'innovation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est un gatekeeper? On a l'obligation de se conformer au régime d'obligations définies dans les DMA, c'est-à-dire la vingtaine d'obligations qu'on a indiquées qui vont de les règles concernant la combinaison des données collectées par des différents services du gatekeeper au self-preferencing, je ne sais pas si en français on dit l'autopréférence, en passant par l'interopérabilité, la portabilité des données, jusqu'au droit d'installer, désinstaller les applications désirées. Bon, moi, je sais pas, j'ai toujours aimé, je m'occupais du droit de la concurrence avant, donc j'ai toujours aimé avoir à disposition plus de choix que ce qu'on m'était donné. Déjà, j'essaye d'installer sur mes devices, sur mes dispositifs, plein de App Store différents et de trucs différents, d'open source, des trucs. Donc, c'est aussi quelque chose que certains utilisateurs considèrent important pour eux, ou de libérer l'espace sur les dispositifs. Donc, il y a aussi ce côté vraiment consommateur, je dirais, pas seulement entreprise. Juste une précision sur la liste des obligations. Évidemment, on s'est basé beaucoup sur l'expérience qu'on a acquise dans le domaine de la concurrence, mais pas que. Ce n'est pas juste une codification de cas de concurrence là-dedans. On a une multitude de rapports rédigés par des agents, des universitaires, des groupes de réflexion. On a eu l'Observatoire européen sur l'économie des plateformes. Il y a eu un processus de réflexion très large, alimenté aussi par les appels du Parlement européen, comme M. Schwab sait très bien, de la société civile, et on a eu une consultation publique ouverte très large qui nous a fourni aussi des éléments, des exemples concrets de pratiques déloyales qui se produisent chaque jour. L'effet combiné de ces obligations dans notre construction est de déclencher, de libérer l'innovation et de favoriser l'entrée sur le marché. Grâce au DMA, les entreprises et les consommateurs retrouveront leur liberté de choisir. Liberté de choisir les services qui répondent le mieux à leurs besoins, liberté d'échanger les fournisseurs, liberté d'emporter leurs données avec eux. On les voit très bien. On a aujourd'hui un mosaïque d'écosystèmes enclos, fermés et non interopérables dans l'économie des plateformes. Donc, les DMA, c'est quoi? Les DMA fait quoi? Pardon. Elle va percer des trous dans les murs de ces jardins, ce qui nous permet de connecter les jardins un peu plus, de rouvrir l'Internet et de créer aussi des marges pour les entreprises innovantes.
Et l'innovation par les gatekeepers, on nous demande tout le temps. Vous avez oublié l'innovation des gatekeepers. Alors là, je veux être aussi très clair sur ça. Il n'y a pas de doute, l'activité de ces contrôleurs d'accès peut continuer à être très rentable. Les DMA ne pénalisent pas la taille en tant que telle et certainement pas les succès. Mais les succès doivent être conséquence des comportements équitables et pas des comportements abusifs. C'est ça la logique. Et enfin, je vais dire, en toute logique, nous avons, en conséquence de cette logique, je dirais, on a prévu, comme Pascal évoquait, un régime de sanctions pour assurer la mise en œuvre correcte de ces cadres réglementaires. C'est un régime progressif en cas de violation répétée des obligations. Donc, on a évidemment sanctions financières, des amendes, mais aussi des obligations de comportement. Et si rien d'autre ne marche, on en a discuté très approfondément, en profondeur avant de poser cette norme. Si rien d'autre ne marche, des remèdes structurels. Pour être crédible, notre boîte à outils pour l'enforcement doit être complète. Mais évidemment, le but du DMA n'est pas du tout de donner un ordre de démantèlement uniquement parce que l'entreprise est devenue trop grande. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est plutôt un remède qui est nécessaire pour assurer le respect des obligations du DMA. Parfois, c'est juste que certaines configurations pourraient s'avérer que certaines organisations d'entreprise ne permettent pas de respecter les obligations. Je peux imaginer des situations comme ça. Donc, c'est là qu'on va dire qu'on a besoin de remèdes structurels. La supervision et la mise en place. Permettre en conclusion, oui, j'arrive. Oui, donc juste pour dire, la supervision de l'enforcement, on l'a mis en charge de la Commission avec consultation des États membres avant toute décision importante. Ça, c'est aussi un point important parce qu'il y a aussi des discussions autour de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier les points de départ. Les gatekeepers sont des entreprises avec une valeur de marché qui dépasse les PIB de la plupart des pays européens, avec un modèle commercial et un impact pan-européen, voire global. Donc, c'est un combat à mener ensemble avec toute la puissance des 27. Donc, conclusion, effectivement, nous avons visé à établir un équilibre, à créer un équilibre entre donner des règles claires, ex-ante, devenues désormais indispensables, en même temps donner la sécurité juridique et la prévisibilité pour le bénéfice de tous. Et ne nous trompons pas, nous avons encore beaucoup à faire pour que ça devienne réalité. Notre équipe travaille maintenant à temps plein avec, vous l'avez évoqué, les parlements européens et les conseils pour parvenir le plus rapidement possible à un accord sur ce qui est devenu, je l'ai dit plusieurs fois, l'organisation indispensable de l'espace numérique. Donc, on espère y arriver bientôt et on compte sur l'aide indispensable de M. Schwab sur ça pour y arriver. Bon, merci et désolé d'avoir été trop long. Merci, Madame Chirico. Non, c'était très intéressant et vous avez soulevé avec tous les points que vous avez eu longuement un tas de questions. J'espère qu'on aura le temps d'en prendre le maximum tout à l'heure parce que votre intervention suscite beaucoup de questions, de précision surtout. Alors, Andreas Schwab, eh bien maintenant le texte est donc au Parlement. Vous en êtes chargé en tant que rapporteur. Alors, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quelle est la réaction du Parlement, son sentiment, ses interrogations, ses demandes aussi peut-être de compléments, comment en effet le Parlement réagit et quel est l'objectif qu'il poursuit, lui, pour peut-être améliorer ou amender le texte en fonction de certaines préoccupations que le Parlement a peut-être plus en avant que la Commission. Merci beaucoup pour votre invitation et merci d'avoir la chance d'expliquer un peu la position du Parlement là-dessus. Et il faut se rappeler en 2014 que le Parlement européen, sur mon initiative, a pris une initiative qui disait que la Commission européenne va utiliser tous les outils disponibles pour faire face aux défis du marché du numérique. Et ce qui est le grand enjeu, c'est l'équité du marché, comme disait aussi Philomena de la Commission européenne. Et finalement, on est très positif que la Commission, après quand même quelques années, a pu nous proposer ce texte qui est une réglementation sectorielle qui va au-delà du droit de la concurrence traditionnel. Pourquoi on fait ça? On le fait car on veut défendre les entreprises en Europe, les citoyens et les gens en Europe qui
à cause du fait que ces grandes entreprises, les plus grandes entreprises du monde sont là, ont vu se limiter les possibilités de développer du business dans le digital, car les effets lock-in de ces grandes entreprises ont été trop importants. Et moi, je dis toujours en anglais que ces plus grandes entreprises du monde sont devenues plus grands et plus grands sans devenir mieux, sans s'améliorer. Et cela est un fait qui prouve qu'il faut faire quelque chose. Ça ne nie pas qu'ils ont fait beaucoup d'innovations, ça ne nie pas qu'ils sont très utiles, ça ne nie rien de leurs avantages, mais ça veut dire qu'on est arrivé à un moment où la taille de ces entreprises est devenue un grand problème pour le libre développement de beaucoup d'entreprises en Europe. Et je me permets, après avoir appris ça d'une très belle manière avec Bruno Lasserre, l'ancien chef de l'autorité pour la concurrence en France, que l'idée de ces règles en Europe, de ce droit de la concurrence et l'idée derrière, a été qu'on ne veut plus jamais, comme on l'a eu dans les années 20 en Allemagne du siècle précédent, que les grandes entreprises peuvent empêcher le marché de fonctionner normalement, équitable, mais elles ont ainsi aussi empêché la démocratie de travailler, de fonctionner normalement, car il y a une interaction et on veut défendre l'équité du marché, l'équité de l'économie, mais aussi la liberté des sociétés en Europe. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et on le fait maintenant avec cette proposition de la Commission sur une base ex ante. On avait déjà fait en 2019 les règles Platform to Business, P2B, car on voulait déjà créer un certain nombre de règles. Et maintenant, dans l'article 5 et 6, ces règles sont encore plus fortes, plus claires, plus élaborées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces règles? Ils vont rendre plus facile aux entreprises européennes de démontrer les défauts de machines de recherche, de plateformes internationales et qui ne respectent pas ces règles-là dedans, ce qui s'appelle les do's and don'ts, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et c'est des règles ex ante. Donc, on peut, en tant que petite entreprise parisienne, on peut dire Apple, Google, Microsoft ou n'importe qui d'autre ne respectent pas cette règle-là. On peut demander à la Commission européenne de parler à cette entreprise. Et donc, la Commission européenne, avec cette proposition, aura deux chemins à choisir. Un chemin, c'est l'article 7. C'est un article qui dit un peu, bon, la Commission pourra parler un peu, faire un dialogue. Si ça ne sert à rien, ce dialogue, la Commission a aussi l'outil de l'article, si j'ai bien compris, par cœur 15, je pense, où la Commission peut enclencher une procédure beaucoup plus forte. Elle doit faire un assessment avant, mais elle peut, à ce stade-là, être très dure. Elle peut faire elle peut demander des paiements, des amendes à ces entreprises jusqu'à 10% avec le DSA et 6% de l'EDMA de chiffre d'affaires. C'est fort. Peut-être on doit même augmenter ça, car on veut que la Commission européenne, quand elle parle à ces entreprises, qu'elle peut être très claire, qu'elle peut avoir toute la force de dire, écoutez, cela ne marche pas en Europe. Et si vous ne respectez pas nos règles, vous allez payer beaucoup. Mais en plus, non seulement il y a un besoin ou une possibilité pour la Commission européenne d'imposer des paiements, des amendes, mais aussi d'aller pour des mesures structurelles si nécessaire. Bien sûr, ça sera difficile, mais ça sera dans la toolbox de la Commission européenne. Et c'est positif. Alors, qu'est-ce qui préoccupe le Parlement européen? Le Parlement européen veut que cette régulation, que cette proposition de loi de la Commission européenne sera aussi fort que c'est maintenant un besoin. Et pour y arriver, on pense que l'application, la mise en œuvre de ce texte ne doit pas se faire très lentement, il doit se faire le plus rapidement possible. Donc, il ne faut pas maintenant penser que les gatekeepers qui sont définis dans ce texte, donc les plus grandes entreprises du monde, et on parlera seulement de quelques-uns, on ne parlera pas d'une centaine, hein. On ne veut pas créer de la bureaucratie pour tout le monde, on veut limiter ça aux GAFA. Et donc, il faut préciser ça, car les chiffres d'affaires et tout ça, c'est un peu petit. La Commission européenne le faisait pour
ne pas être critiqué pour avoir seulement ciblé des entreprises extérieures, mais il faut être honnête, de telles grandes entreprises n'existent pas en Europe. Et si on veut cibler les bonnes, il faut faire comme ça. Il faut donc augmenter les seuils pour cibler les plus grandes entreprises. Et ces entreprises-là, ils doivent accepter qu'on a créé un certain nombre de règles, qu'on va créer un certain nombre de règles qui vont faire en sorte que la taille de ces entreprises soit mieux mise en considération en ce qui concerne la régulation et le comportement dans le marché européen. Donc, il faut que ça soit appliqué plus rapidement, non seulement après 6 mois. Si vous devenez un gatekeeper, ça ne se découvre pas dans des années. On le sait déjà au début d'une fusion. On le sait déjà maintenant, ceux qui sont les plus grandes entreprises du monde. Il ne faut pas maintenant attendre pour 6 mois après cette loi entre en vigueur pour comprendre qui est couvert avec ça. Deuxièmement, les règles doivent être très claires pour éviter de longs processus à la justice. Il faut que la Commission européenne peut agir rapidement, demander un changement, et si les entreprises ne sont pas d'accord, c'est aux entreprises d'aller à la Cour pour demander que la décision de la Commission européenne soit changée. Donc, on doit aussi soutenir la proposition de la Commission européenne qui demande un change of burden of proof, un changement de la preuve. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette proposition, mais c'est vrai que le Parlement européen sûrement veut enclencher encore des mesures plus rapides, des procédures plus faciles et surtout arriver à une situation où cette proposition ne crée pas directement ou indirectement plus de bureaucratie en Europe. Pour en finir, je dois vous dire que ces outils seront très utiles pour les PME en Europe, très utiles, ainsi aussi pour les consommateurs, pour les utilisateurs. Mais c'est aussi vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises européennes, les unicornes, qui ont profité de la situation en quelque sorte, car à un certain moment, les grandes entreprises ont acheté ces entreprises, ont acheté ces innovateurs européens pour des prix énormes. Avec le système qu'on a mis sur la table, avec la Commission européenne, ça sera plus difficile, car la Commission européenne pourra dire c'est un achat qui se fait juste pour éviter plus de concurrence, et pour cette raison, ça ne sera pas possible. Donc, ces acquisitions de killers seront peut-être un problème, ou un certain nombre de PME européennes seront un peu déçus, car il n'y a pas un droit à une grande somme pour avoir une innovation. Le droit en Europe, ça prévoit l'équité du marché, le level playing field, et c'est ce qu'on veut défendre. Et on le fera avec beaucoup d'unanimité au Parlement européen. Merci beaucoup, Andreas. Bravo pour la brièveté. On voit qu'au Parlement européen, les règles sont très strictes d'intervention et qu'on a l'habitude de condenser les propos. Alors, beaucoup de questions, hein. Donc, je vais essayer de les regrouper parce qu'il y a des questions techniques. Il y a des gens on voit qu'il y a des opérateurs européens qui sont très professionnels. Donc, j'ai une première question sur… Enfin, je vais les regrouper. Alors, il y a des questions qui demandent quelle est la différence entre des plateformes et des agrégateurs. La deuxième question, c'est le principe d'économie et sur la protection des données, l'économie européenne numérique et la protection des données. On a également ce que fera faire le DMA sur les crypto-monnaies. Voilà. On a également la question de en quoi ça renforce l'autonomie stratégique et comment on l'adapte avec une autre exigence que la Commission européenne porte aussi sur le pacte vert. Est-ce que c'est tout ça et puis une question pour vous, Madame Chirico, c'est pourquoi avoir choisi un règlement et pas une directive? Et puis une question pour Andreas, est-ce qu'on va utiliser ça dans un principe pour faire exister cette réglementation avec un principe d'extraterritorialité pour répondre un petit peu à ce qui existe au niveau américain. Donc, Madame Chirico, rapidement, et Andreas Schwab, parce qu'après j'ai une deuxième série de questions, bien évidemment.
Donc, si j'ai bien noté les différents doutes, ce qu'on considère plateforme, c'est ce qui met en relation deux côtés différents de marché, des intermédiaires, en fait, et qui mettent en relation deux côtés du marché. On appelle ça les marchés biphases dans le domaine de l'économie. Les agrégateurs, je les vois plutôt couverts par les DSA, dans le sens qu'il s'agit plutôt d'intermédiaires qui donnent des informations, qui soutiennent les choix des consommateurs, mais pas nécessairement dans le contexte de créer des opportunités d'entrer dans les marchés. Deuxième, il y avait encore, il y avait question spécifique, je vais aborder ça, c'est que vous venez d'évoquer, pourquoi le règlement et pas la directive, et pas une directive. On est arrivé à la conclusion qu'on a besoin de célérité, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, je m'excuse encore pour la longueur. On avait besoin d'une série de règles uniformes qui s'appliquent en Europe de manière uniforme, sans besoin d'application au niveau national. Et troisièmement, la directive fixe des objectifs. Là, on a fixé des règles. Donc, les règles sont directement applicables pour les entreprises et pour les citoyens, donc créent des droits. Donc, c'est ça la logique qui est différente de celle de la directive. Dans le contexte les priorités de la Commission plus générale, les pactes verts, l'autonomie stratégique. Évidemment, ces deux propositions, parce qu'en fait, même plus que ça, on a aussi les DGA. J'avais vu dans la chat que quelqu'un avait aussi évoqué les Data Governance Act. La réorganisation de l'espace informationnel, pour nous, c'est pour dire à tous qu'ils sont tous les bienvenus en Europe, et le commissaire Breton l'a répété plusieurs fois, mais il faut respecter les règles applicables en Europe. Et Andreas l'a dit très éloquemment, les règles en Europe, maintenant, c'est ça, seront ça, on les aura. Donc, il s'agit d'être assertif, de faire respecter les valeurs et les principes qui sont applicables en Europe. Donc, c'est les volets qui complètent les volets industriels, stratégie, création de valeur en Europe. Et on travaille aussi sur ça. Ça, c'est plutôt au côté investissement, au côté donner des incitants à l'innovation et à l'investissement des entreprises qui produisent des technologies essentielles, par exemple, les processeurs de l'avenir, par exemple. Et donc, dans ces contextes-là, on regardera beaucoup aussi les points qui concernent la conformité aux objectifs du pacte vert. Parce qu'évidemment, les numériques doivent aussi contribuer à la neutralité carbone qu'on a établie comme objectif pour l'Union européenne, pas seulement en réduisant ses propres émissions, mais aussi en contribuant à la réduction des émissions de l'empreinte carbone des autres secteurs. Et on voit qu'il y a un rôle très important à jouer par les entreprises du numérique dans ces domaines-là. Je vais m'arrêter à ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelques questions. Sinon, je laisse la parole à Andreas peut répondre aussi à certaines questions. Voilà. Merci beaucoup, Philomena, qui a déjà répondu à beaucoup de questions. Alors, je commencerai peut-être avec la dernière question sur l'extraterritorialité du règlement. Alors, le principe de l'extraterritorialité ne sera pas la bonne approche. L'approche que nous avons choisie, c'est que les entreprises qui destinent leurs services à des citoyens, à des utilisateurs en Europe, sont responsables car les choses se font en Europe. Donc, on applique les règles chez nous. Et donc, les entreprises qui ne tiennent pas ces règles-là ont deux options, soit d'accepter les règles européennes et de se soumettre au règlement européen ou de ne plus faire des services en Europe. Donc, on ne veut pas nous autodétruire, mais on ne veut pas non plus accepter que les entreprises extraterritoriales décident à eux ce que sont les règles. Les règles en Europe, c'est des règles que nous faisons nous-mêmes. Un règlement est nécessaire car, comme dit très souvent
le président français, Emmanuel Macron, si on veut défendre notre souveraineté, il faut la défendre en Europe, en commun. On ne peut pas penser que la France ou l'Allemagne peuvent encore défendre leur souveraineté individuellement. C'est plus possible. Et si on veut faire ça ensemble, il faut qu'une autorité européenne, dans ce cas la Commission européenne, peut décider pour tous les États membres. Et ça, c'est seulement possible s'il y a un règlement. Une directive, ça créera un truc pour tous les États membres, mais finalement, tous les États membres resteront encore un peu libres. Ça ne fonctionne pas au niveau de la mondialisation dans ce secteur, d'ailleurs non plus dans d'autres, mais on va s'approcher pas par pas. Mais là, on dit clairement, si on veut faire face à ces grandes entreprises, il faut le faire en commun. C'est pour ça qu'il faut un règlement. Le pacte vert, de mon point de vue, ne joue pas un grand rôle là-dedans, mais c'est clair que notre autonomie stratégique sera assurée d'une part avec le fait qu'on peut défendre nos règles en commun, mais d'autre part qu'il faut aussi faire beaucoup plus pour activer et créer de l'attractivité pour le marché européen pour de telles entreprises. Pour l'instant, malheureusement, ceux qui commencent en Europe finissent aux États-Unis ou même ailleurs. Et ça, c'est regrettable. Il faut changer un certain nombre de règlements, des règles sur la taxation et d'autres règles pour être plus attractif aux investisseurs qui, normalement, préfèrent d'aller aux États-Unis. Et la crypto-monnaie qui a été abordée, ça aussi, ça ne jouera pas dans le DMA directement, mais j'ai déjà réfléchi un peu si on ne veut pas créer un certain nombre de secteurs dans lesquels les GAFA, les plus grandes entreprises du monde, n'ont pas le droit d'entrer car ils ont déjà tellement des effets login, des effets de, je ne sais pas comment on dit pour cela en français, peut-être tu peux m'aider, chers collègues, mais Pascal, je ne sais pas si tu connais l'effet login, comment est-ce qu'on dit ça en français? J'avoue que je ne connais pas les spectateurs le sauront sûrement, le sauront. Donc, ces effets sont tellement forts avec les plus grandes entreprises verrouillage, me dit-on. Qu'on pourrait réfléchir de créer un certain… Pardon? Verrouillage, verrouiller. Des verrouillages. Pour éviter des verrouillages, en plus, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont bloqués pour les GAFA d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de la digitalisation, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de la concurrence, mais par exemple, dans ce qui concerne l'assurance, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les banques, les financiers bancaires et financiers, on pourrait dire que c'est des services critiques qu'on veut laisser hors portée de ces entreprises. On veut que d'autres entreprises, pour maintenir un marché compétitif, entrent là-dedans. Et donc, ce débat sur l'autonomie stratégique restera valable pour longtemps. Merci. Alors, j'ai d'autres séries de questions qui sont moi un peu plus, qui sont à la fois techniques et… alors, on me pose des questions sur, en effet, comment on va assurer la flexibilité des business models. Comment, en effet, le DMA s'articule avec tous les projets d'industrie numérique européenne, en citant notamment le projet Gaia X. Comment, en effet, cette réglementation peut s'inscrire dans les négociations sur le commerce électronique à l'OMC? Et puis, cher Andreas, vraiment, il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir si, en effet, avec ce texte, on va vraiment créer quelque chose qui va nous permettre d'avoir l'équivalent de GAFA européen. Et surtout, le calendrier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tout ça, ça soit déjà mis en avant que ça soit discuté. Alors, Andreas. Peut-être d'abord Philomena. Si elle veut aussi commenter cela. D'accord. Alors, Philomena, vous avez la parole. Philomena, c'est à vous. Elle ne nous entend plus. Alors, Andreas, tu prends la parole parce que là, Philomena a visiblement un problème de micro.
Oui, alors j'espère que j'arrive à bien répondre à cela. Moi, je pense qu'il faut expliquer à tout le monde en Europe que le but primordial de cette législation, c'est de maintenir la liberté de l'économie pour se développer. C'est ça la clé. Ça ne regarde personne, c'est pas pour contrarier quelqu'un, c'est pour défendre un principe fondamental de l'économie européenne. Et pour défendre cela, il faut de temps en temps adapter notre système, car malheureusement, ou positivement, aussi les autres systèmes se changent. Donc le système digital, la digitalisation a changé un peu complètement notre économie, notre système de faire le business. Et pour s'adapter à ce nouveau système, il faut réévaluer nos principes. Et on le fait avec le DMA pour traiter la taille extrême de ces entreprises. Ce n'est pas une nouvelle idée, mais avec la digitalisation, cette taille extrême a créé ces effets de verrouillage qu'on ne peut pas traiter autrement. Mais cela ne veut pas dire que toutes les autres règles restent en place. Et on aura besoin d'autres règles pour d'autres problèmes. Mais là, avec le DMA, on attaque seulement la taille et les effets de verrouillage qu'on a observés dans les dernières années. Je ne sais pas si je peux répondre comme ça plus généralement à la question. Sinon, dis-moi si je dois être plus précis. Non, non, c'est très bien. Alors, Philomena, si vous avez retrouvé votre micro. Oui, non, j'avais perdu l'audio. Je ne vous entendais plus du tout. Donc, et nous, vous entendons. Je peux présumer qu'Andreas a déjà répondu à tout. Je vais essayer de rajouter juste quelques réflexions de mon côté. Tout d'abord, la question très intéressante de discussion chez l'Organisation mondiale du commerce que vous avez posée. En fait, ce que je évoquais au début, il s'agit ici d'une discussion sur la réglementation des plateformes et la responsabilité des plateformes qui n'est pas du tout limitée au niveau européen. Donc, il y a des discussions qui se passent à tout niveau, au niveau des États-Unis, notamment avec la nouvelle administration qui a montré beaucoup plus d'initiatives à vouloir prendre. On va voir en faire, mais à vouloir prendre beaucoup plus d'initiatives dans ce domaine que ce qui était le cas dans le passé. Et les nominations récentes nous donnent aussi une certaine sensation qu'on va avoir beaucoup de points en commun sur la façon dans laquelle on voit les marchés du numérique et l'évolution des marchés du numérique. Après, la discussion au sein de l'OMC, bon, l'OMC, nous en Europe, on est en train de essayer de proposer même des réformes de l'OMC parce qu'il y a des évolutions qui n'ont pas pris en compte, qui sont pas prises en compte dans l'organisation elle-même. Et donc, on va voir, on a comme objectif de garder les marchés ouverts le plus possible, mais comme on a déjà dit, il faut que les organisations, les entreprises qui arrivent à fournir des services en Europe respectent les règles européennes et respectent les droits des citoyens européens et les droits des entreprises européennes aussi. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est ça un peu les cadres dans lesquels on approche les négociations sur ça, les discussions et les négociations avec nos partenaires internationaux. Et plus en général, bon, les RGPD a été évoqué plusieurs fois. L'RGPD est devenu une sorte de modèle pour plusieurs juridictions. On est convaincu d'avoir trouvé avec plusieurs propositions, les DSA, les DMA notamment, mais on a aussi d'autres propositions à côté, une façon de fournir un cadre réglementaire qui peut bien inspirer les idées, des initiatives aussi d'autres pays. Et en fait, on a déjà, comme je pense je mentionnais, on est déjà en train d'avoir des contacts pour expliquer, pour échanger et pour créer, en fait, peut-être une réglementation internationale qui nous convient tous. Parce que, je le répète, ce n'est pas que des problèmes qu'on fasse en Europe, auxquels on fait face en Europe, pardon. Bien. Alors, je voulais aussi donc demander à Andreas, parce que c'est une question à laquelle il n'a pas répondu, c'est quoi le calendrier là, du Parlement
entre la présentation de son rapport à la commission du marché intérieur, et puis est-ce qu'il y a d'autres commissions qui sont saisies, et puis quand ça sera fait en plénière, puisque le Parlement européen, c'est une étape 1 dans la législation, mais on sait auprès qu'il y a également l'étape du Conseil et éventuellement de navette entre les deux si les textes sont modifiés par le Conseil. Donc, est-ce que sur cette question, Andreas, tu as un peu le calendrier en tête sur ce qui pourrait se passer au Parlement, bien évidemment? Alors, le but du Parlement devrait être de conclure un vote avant Noël, car quand même, on attend maintenant depuis 7 ans que notre demande de cette résolution de 2014 soit mise en œuvre. Donc, il faut maintenant aussi travailler fortement qu'on peut réaliser ça rapidement. Et donc, ça donnerait, nous, la chance de négocier avec le gouvernement français sous présidence française au premier trimestre 2022. Et donc, ça serait un bon moment, peut-être le 22 février 2022, pour conclure les négociations. Que des deux formidables. Bien. Et une dernière question aussi sur ces sanctions. On connaît déjà un peu le système qui existe aujourd'hui et que Mme Vestager, dans le précédent mandat qui était le sien, elle a quand même fait beaucoup pour tordre le bras à certains acteurs qui étaient tous étrangers opérant sur le sol européen. Donc, ça va renforcer un petit peu l'arsenal juridique que la Commission a déjà pour en effet faire en sorte que sur ce marché intérieur, avec la puissance de ce marché, on puisse en effet avoir l'assurance que ces règles numériques, cette tech européenne et cette souveraineté numérique puissent en effet s'affirmer sur des opérateurs quels qu'ils soient qui en effet ne respecteraient pas les règles du jeu. Philomena? Non, oui, je pense que vous avez raison. C'est de rajouter effectivement des outils à l'arsenal de la Commission, comme vous avez dit. Et je tiens vraiment à mettre en clair que les DMA ne visent personne. Ils visent n'importe quelle entreprise, n'importe où elle est établie, qui offre ses services sur les marchés intérieurs et qui a certaines caractéristiques. On espère bien dans l'avenir voir des grandes entreprises européennes devenir très, très importantes, très grandes, mais si elles deviennent très grandes, elles doivent respecter les mêmes règles. Je pense, bon, il y a des entreprises et les marchés sont verrouillés, on l'a évoqué plusieurs fois, ces marchés du numérique, ils ont cette tendance, on appelle ça aussi les tipping, je ne sais pas si ça on dit basculement en français ou quoi, qui est une caractéristique très, très forte dans les marchés du numérique qui à cause du verrouillage, fait devenir une entreprise en position, on ne va pas utiliser les termes de concurrence, mais en position de domination de marché, de contrôle d'accès. J'utilise la terminologie de DMA. Donc, n'importe quelle entreprise, aujourd'hui ou demain, va devenir une entreprise de contrôleur d'accès dans cette position, on va leur appliquer ces règles. Mais les règles, je répète, ce n'est pas des règles punitives, c'est des règles d'élimination de comportements abusifs. Les entreprises qui ont beaucoup de succès, elles sont les bienvenues, mais beaucoup. On veut beaucoup d'entreprises comme ça, mais ils ne peuvent pas tenir des comportements déloyaux vis-à-vis leurs clients et leurs concurrents, juste pour garder leur position. Donc, c'est ça le principe, et c'est sur cette base qu'on a enrichi cet arsenal d'outils pour pouvoir appliquer ces règles à tout le monde. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Non, c'est vrai. Merci de toutes ces précisions. Tu veux rajouter quelque chose, Andreas, sur en effet cette façon Non?
Bon. Alors, moi, je voulais vous remercier d'abord pour le temps que vous avez passé. Je sais que c'est la session plénière du Parlement européen, donc merci. Je voulais aussi vous remercier pour être intervenu en français. Beaucoup de nos internautes ont découvert que vous étiez l'un allemand, l'autre italien et que vous étiez tous les deux parfaitement francophones. Et puis, je vous enverrai peut-être des questions beaucoup techniques à tous les deux pour que vous regardiez s'il y a des précisions à apporter et qu'on pourrait renvoyer aux auteurs de ces questions qui parlent en effet de termes, en termes très techniques ou de projets très particuliers. Donc, je me permettrai peut-être de vous les envoyer pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir des réponses à leurs questions. Et donc, moi, je souhaite bon vent à la procédure. Donc, j'ai bien noté que finalement, la France allait être au centre du jeu l'année prochaine avec cette présidence française du Conseil et que donc, elle va avoir un rôle important à jouer. Vous savez qu'en France, on aime bien le numérique, que le président de la République lui-même est très investi, que nous avons un secrétaire d'État au numérique, d'ailleurs, qui fait beaucoup de choses avec une autre commissaire européenne, Maria Gabriel, sur toutes ces questions. Donc, je sens qu'il y a une mobilisation pour que l'Europe, en effet, ne se fasse plus marcher sur les pieds et fasse respecter, en effet, aux opérateurs qui opèrent sur le marché européen un certain nombre de principes qui nous permettront, en effet, peut-être de faire émerger d'autres acteurs, notamment européens, en tout cas une diversité qui permettra aux consommateurs d'avoir un choix, de pouvoir choisir. On voit bien qu'aujourd'hui encore, il y a des tendances à avoir des monopoles un petit peu dans beaucoup d'endroits. Quand on recherche des choses, on va d'abord où on a plus de chances d'avoir tel moteur de recherche ou telle plateforme ou tel système qui vient en premier. Donc, on pourrait avoir le choix pour pouvoir en effet avoir cette diversité et des exigences en matière peut-être éthique, on n'a pas parlé de ça, ou de compliance, comme disent les Anglais, qui devient quelque chose de particulièrement important dans toutes les entreprises, où en fait cette notion fait partie d'un peu de la raison d'être des entreprises, et d'avoir en effet une image positive vis-à-vis du public et des opérateurs, pour qu'on choisisse l'un plutôt que l'autre. Et donc je vous remercie en effet des efforts que vous faites pour que, en effet, l'Europe soit peut-être davantage représentée et constitue, pourquoi pas, un modèle pour, en effet, le monde. On verra si, en effet, le projet dont vous avez évoqué, la réglementation internationale, Philomena, sera également un jour porté sur les fonds baptismaux. Merci à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les auditeurs de la Fondation Robert Schuman sur un prochain séminaire sera le 31 mars. Vous voyez, on est très actifs et je vous souhaite une bonne fin de journée. Auf Wiedersehen, Andreas. Arrivederci, Philomena. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.